Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Une étape importante dans la lutte contre le terrorisme, l'élimination d'Al-Zawahiri, la réponse c'est oui et non. Oui, clairement, parce que Al-Zawahiri, c'était un des derniers dirigeants du noyau central d'Al-Qaïda qui était encore vivant et en liberté. Et d'autre part, c'est un des concepteurs des attentats du 11 septembre 2001, donc qui, je le rappelle, sont les attentats les plus importants de l'histoire des États-Unis avec 3000 morts et même de l'histoire du monde. Donc déjà, rien que cela justifierait qu'on dise que cette opération est un succès. Deuxième point, c'était un homme, c'est un avertissement. D'ailleurs, ça ressortait très clairement du message de Joe Biden lundi soir à la Maison-Blanche. Il termine en disant « Ne vous faites pas d'illusions, si vous nous attaquez », et là donc il parle à ceux qui pourraient vouloir suivre l'exemple d'Al-Zawahiri, « Si vous nous attaquez, nous vous traquerons, nous vous trouverons et nous vous détruirons ». Donc là, je pense que clairement, ça souligne l'importance de cette élimination. Mais d'autre part, non, pour deux raisons. D'une part, parce que Al-Qaïda aujourd'hui n'est plus la force motrice principale du djihad mondial. Il a été depuis très longtemps dépassé par l'État islamique, qui est beaucoup plus présent aussi sur différents terrains dans le monde. Et en plus, Al-Zawahiri était davantage un idéologue. C'était l'homme qui insufflait des idées, qui écrivait des fatwas, qui inspirait les combattants, mais ça n'a jamais été un chef organisationnel, ou alors très peu dans sa jeunesse, mais ça fait très longtemps qu'il ne serrait plus les boulons. Si, c'est un succès, parce que d'abord, sur 21 ans, effectivement, c'est long. Mais je vous ferai remarquer qu'il y a des chefs de la mafia en Italie, de Cosa Nostra, qui se sont cachés 30 ou 40 ans, parfois dans leur propre cave, en échappant à la police, alors qu'ils étaient l'ennemi numéro 1 de la justice italienne. Donc bon, il faut le temps qu'il faut pour arriver à des résultats. C'est un succès aussi parce que les Américains, et pas seulement les Américains, l'ensemble des services occidentaux, ont travaillé dans un milieu extrêmement hostile, dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan, en Afghanistan, où ils n'ont quand même pas, il faut bien le dire, que des amis, donc ça a été extrêmement compliqué. Et c'est un succès opérationnel. On est en face d'une opération qui a mis des mois, donc sur 21 ans de traque, parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée. La dernière séquence a pris des mois. On repère les Américains repèrent plus ou moins Al-Zawahiri au début de l'année, en janvier ou février. Ils suivent sa famille, ils repèrent sa famille, ils voient que sa famille va s'installer à Kaboul, et ils apprennent que Al-Zawahiri veut les rejoindre. À partir de ce moment-là, ils vont observer la maison, voir Al-Zawahiri arriver, l'identifier, voir qu'il ne sort jamais, et mener des mois et des mois d'observation. Des observations tellement détaillées qu'ils vont pouvoir, le 1er juillet, dans une réunion à la Maison-Blanche, fournir à Joe Biden non seulement une maquette totale et précise de la maison où se cache Al-Zawahiri, mais également une analyse des matériaux qui ont servi à sa construction, de manière à comprendre et savoir quel serait le résultat d'une explosion de missiles, et à choisir la meilleure hypothèse pour arriver au résultat voulu. C'est aussi un succès parce que ça montre la détermination américaine, et ça montre bien, là c'est un petit clin d'œil de l'histoire, Oussama Ben Laden avait été éliminé sous la présidence de Barack Obama, un démocrate. Trump, républicain, avait éliminé al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, et c'est à nouveau un démocrate, Joe Biden, qui élimine Al-Zawahiri. On voit bien par cette démonstration que quelle que soit la couleur politique de la Maison-Blanche, les fondamentaux restent les mêmes. On n'attaque pas les États-Unis, et ceux qui les attaquent peuvent s'attendre à de graves problèmes. Je pense qu'on peut croire les Américains sur le point qu'il n'y a pas eu de victimes collatérales. D'abord, ils ont clairement cherché à ce qu'il n'y en ait pas. Je le rappelais tout à l'heure, il y a eu cette analyse des matériaux de la maison, il y a eu des mois de repérage pour savoir quelles étaient les habitudes de Al-Zawahiri, à quel moment il était seul, et on a donc repéré depuis avril, il était sous surveillance permanente, à la fois de l'imagerie spatiale, satellitaire, mais aussi certainement des sources humaines sur le terrain. On a vu ses habitudes, ses horaires, on a vu qu'il sortait sur son balcon à plus ou moins aux mêmes périodes de la même
dans la journée, chaque jour, et qu'il était toujours seul. Premier point. Deuxième point, s'il y avait des cadavres à montrer, les talibans les montreraient. Ils seraient trop contents de dire, regardez cette frappe sauvage américaine, ils ont tué 50 personnes, ou 3 personnes, ou un enfant. On n'a pas ces images. Ça prouve bien donc que les talibans n'ont rien à montrer. Et puis le troisième point, c'est l'utilisation de l'arme, le missile Aeronovix, qui est une arme très particulière, qui a été utilisée une demi-douzaine de fois dans la lutte antiterroriste, et qui a donc c'est un missile anti-char qui a été adapté, qui est le missile Hellfire, qui est tiré par un drone, comme c'était le cas dimanche matin au-dessus de Kaboul. Et ce missile-là est adapté pour ne pas emporter de charge explosive. Donc il n'explose pas, il ne détruit pas la maison, mais, détail assez macabre, au dernier moment se déploient 6 grandes lames, et le missile tournant, arrivant sur sa cible, la cible est découpée en morceaux comme dans un énorme hachoir. C'est très sanglant, mais le résultat, c'est que ce missile, qui a une précision en plus d'1 mètre, ce missile ne fait aucune autre victime que la cible recherchée. Alors, le double jeu des talibans ne fait aucun doute, ou en tout cas d'une partie des talibans. Effectivement, il était à Kaboul, il n'était pas seulement à Kaboul, il était dans un des quartiers les plus chics de Kaboul, les plus chers, qui a été construit ces 20 dernières années, où on retrouve dans des villas qui parfois valent 1 ou 2 millions de dollars, on retrouve des fonctionnaires corrompus, des barons de la drogue ou des hommes d'affaires qui ont réussi. C'est là qu'il se trouvait. Il logeait de plus dans une villa appartenant à un proche de Serajuddin Haqqani, qui est non seulement le ministre de l'Intérieur afghan, mais aussi le chef de la faction Haqqani, qui est le groupe le plus extrémiste des talibans et celui qui a toujours entretenu de bonnes relations avec Al-Qaïda. Donc il est clair que même si tous les dirigeants talibans n'étaient peut-être pas au courant, mais on peut en douter, il est clair que on assiste clairement à un double jeu des talibans, mais qui n'a rien d'étonnant. Ils avaient dit, quand ils ont pris le pouvoir, qu'ils allaient respecter les droits des femmes, ils ne les respectent pas, qu'ils allaient respecter la pluralité politique, ils ne la respectent pas, qu'ils allaient laisser la liberté d'expression, ils matraquent les gens dans les manifestations, qu'ils n'allaient tuer personne, ils ont probablement éliminé plusieurs centaines ou plusieurs milliers de partisans de l'ancien régime et de collaborateurs des forces alliées. Donc que les talibans soient des menteurs, c'est une évidence. Maintenant, la question c'est de savoir, et l'avenir nous le dira, si tout le monde était au courant. Et comment va réagir le régime? 2 possibilités, soit poussés par une espèce de fièvre nationaliste de la rue suite à cette frappe, ils prendront des mesures pour punir les États-Unis. On voit assez mal comment. Et deuxième possibilité, au contraire, il y aura un règlement de compte à l'intérieur du régime, parce que peut-être que M. Haqqani a agi sans prévenir tous ses camarades. Et le résultat, c'est quand même que ça donne une très mauvaise image de ce régime. Mais Al-Qaïda peut survivre. Al-Qaïda survit quand même depuis 21 ans dans des conditions extrêmement difficiles. À partir de l'invasion alliée de l'Afghanistan en octobre 2001, suite aux attentats du 11 septembre, Al-Qaïda va se trouver très rapidement, en quelques mois, privé de 60 à 70% de ses cadres qui vont être soit éliminés physiquement, soit emprisonnés. Al-Qaïda va devoir perdre ses camps d'entraînement, va perdre une partie de ses financements, va devoir se disperser, et pourtant Al-Qaïda a survécu, même si ses capacités ont fortement baissé. C'est d'abord une organisation qui a une extraordinaire force de résilience. Deuxièmement, Al-Qaïda aujourd'hui n'est plus donc cette organisation centralisée, c'est une organisation qui vit plus sur le terrain, sur 3 terrains essentiellement, qui sont d'une part le Sahel, la Somalie, où ils ont participé à la formation des Shabab et les ont entraînés, et puis bien entendu la péninsule arabique avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique, essentiellement au Yémen. Donc on peut penser effectivement qu'ils vont survivre, sauf si les chefs de ces factions n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom du successeur, ce qui est possible. Il peut y avoir des rivalités. On parle beaucoup de Saïf al-Adel, qui serait du point de vue terroriste un excellent choix, parce qu'Al-Adel, c'est pas du tout le même modèle que Zawahiri, c'est un homme de 61 ans, ancien colonel des forces spéciales égyptiennes, qui a dirigé et participé à de très nombreux attentats, entre autres en Afrique. Donc on peut penser que Al-Qaïda redeviendra beaucoup plus dangereux si Al-Adel prend sa direction, en tout cas le temps qu'il survivra à sa nomination. Ce pourrait ne pas être très long quand on voit ce qui s'est passé dimanche dernier. Rappelons quand même que les capacités d'Al-Qaïda ont fortement baissé. Ils sont très actifs sur ces 3 terrains que je viens de citer, Sahel, Somalie
et péninsule arabique. Mais en Occident, leur dernier attentat attribuable, c'était le 7 janvier 2015, les frères Kouachi qui avaient massacré la rédaction de Charlie Hebdo, organisation Al-Qaïda de la péninsule arabique, avait revendiqué et commandité cet attentat. C'est ce qu'on entend beaucoup chaque fois qu'il y a ce genre d'opération, et Dieu sait que les Américains, mais pas seulement les Américains, les Français et les Britanniques également, en ont mené beaucoup ces 20 dernières années. On entend le même discours, on parle effectivement d'assassinats, les Américains parlent les officiels d'exécution extrajudiciaire pour bien prouver que les termes sont bien choisis. Ça n'a pas été dans le cadre de la justice, mais c'est une exécution. C'est l'État qui exerce son pouvoir légitime. Moi, je ne pense pas que ce soit un assassinat. On est en face. D'abord, Al-Zawahiri était un terroriste avéré qui avait participé à l'organisation des attentats du 11 septembre et de beaucoup d'autres. Il avait participé à la direction d'une organisation terroriste extrêmement dangereuse avant d'en être le chef pendant 10 ans. Deuxièmement, outre un terroriste avéré, c'est également quelqu'un qui était insaisissable dans le sens où il se trouvait très loin de l'emprise de la main de la justice américaine. Il n'était pas question de demander son extradition aux talibans, il n'était pas question d'organiser un commando pour aller l'enlever et le ramener aux États-Unis ou ailleurs pour le juger. Donc la seule possibilité, c'était cette élimination physique, cette neutralisation définitive, comme on dit, et qui ne me choque pas parce qu'en définitive, on est dans le cadre d'une guerre. Cette guerre, nous ne l'avons pas cherchée. Elle a été déclarée très clairement par les terroristes d'Al-Qaïda ou ceux d'autres groupes. Et quand on fait la guerre, il y a un prix à payer. On n'est pas en face d'un assassinat, ni même d'une exécution. On est simplement en face d'une mission militaire dans le cadre d'une guerre. On a éliminé un ennemi, ce qui est fondamentalement le but de la guerre.